Hey! Salut! Ça va? Mais ça va et toi? Bah écoute, moi ça va super bien, j'ai très hâte de l'épisode d'aujourd'hui. Même s'il est pas si fun que ça, il est quand même intéressant et important, je pense que c'est important de parler de ce sujet. Ouais, c'est vrai qu'il est bon, il est vraiment pas fun, on vous prévient à l'avance. De toute façon, on mettra tous les petits trigger warnings dans la description comme d'habitude et je préfère faire un petit disclaimer maintenant. On a décidé d'aborder un sujet qui en vrai nous tient à cœur parce que ça fait vraiment des mois qu'on en parle avant même de débuter le podcast. On savait qu'on allait avoir ce thème-là. Genre Oui. c'était obligatoire. C'est un des Et premiers sujets qu'on a eu, dont on a eu l'idée quand ouais, on a voulu créer le podcast. dans notre big list de sujets là, c'est un des premiers. On a décidé de parler d'un sujet qui est pour le coup assez d'actualité puisqu'on rentre dans la période estivale. Mhm. Et c'est cette période-là qui est la plus concernée, même si c'est toute l'année, hein, je nie pas, mais c'est cette période-là qui est la plus concernée au niveau de nos rapports au corps. Et on a voulu insister sur le point de vue des réseaux sociaux. C'est quoi l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur ce rapport qu'on a avec notre corps, l'image que ça reflète et un peu tous les standards, mettez ça entre gros guillemets, qui nous sont inculqués à travers les réseaux sociaux, qui sont donc plus en plus présents et même, je dirais pire, qui reviennent à une époque qu'on pensait oubliée. Oui, parce que dernièrement, notamment après le confinement, il y avait vraiment quelque chose genre de body positivisme, une vague de body positivisme qui a été cool, mais elle était très courte parce qu'on revient aujourd'hui à des trucs qu'on voulait dans les années 2000, c'est-à-dire pas de la maigreur. Ouais. La maigreur. Au niveau de... Je sais pas si c'est le confinement a beaucoup aidé, je pense. Genre ça s'est vraiment accentué et on l'a plus vu parce que tout le monde s'est mis sur les réseaux sociaux d'un coup. Avec TikTok notamment, ça s'est de ouf développé. Mhm. Mais je sais que au niveau fashion, parce qu'on va parler de ce monde-là beaucoup dans cet épisode-là, Aussi. c'est arrivé autour des années 2012, 2015. 2015, ça a vraiment marqué un tournant où il y a eu beaucoup plus d'inclusivité au niveau des morphologies de corps. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, anecdote toute bête, en allant à Decathlon, une mannequin grande taille. C'était une mannequin qui portait, enfin, tu sais, les petits mannequins Ouais, en où il y avait plastique, son- ouais. Ouais, voilà. Et c'est une mannequin grande taille qui portait des maillots de bain. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Genre, c'est vrai que rien que quand on rentre dans un magasin, la seule vision qu'on a du corps d'un homme ou d'une femme, c'est un corps musclé pour les hommes, mec pour les femmes. Ouais, Et en on monte fait les les vêtements mannequins dessus. ils sont standardisés de ouf. C'est ça. Mais le standard est très Après, carré, genre ouais, il est oula au centimètre près. Hein. c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, j'avais jamais fait attention. Bon, ça fait une éternité que j'ai pas mis un pied dans un Décathlon. Mais c'est tout récent, hein. Enfin c'est de cette année Ouais. j'ai vu. D'ailleurs, c'est même étonnant avec la période parce que c'est vraiment pas du tout la tendance du moment de réinclure les d'inclure, pas de réinclure, d'inclure les types de morphologie variés. Ouais. Bon, par quoi on commence? C'est un sujet assez vaste et on s'est dit en s'organisant que bon, aujourd'hui on n'aura pas de petits jeux, de petites questions. On va plus essayer d'aborder le sujet de manière sérieuse parce que ça reste un sujet sérieux avec des séquelles qui peuvent être extrêmement graves. Mhm. Donc, Et surtout que les questions, trouver des questions, c'était un peu plus compliqué que d'habitude. oui, c'était plus compliqué. Trouver sa petite musique. Du coup, ou alors ça allait toucher vraiment des choses très personnelles ou enfin. Ouais, ça allait être un petit peu... Oui, ça va être un petit peu sensible et je préfère qu'on parle normalement un peu de notre expérience parce que en discutant, on s'est aussi rendu compte qu'on avait peur, c'est peut-être pas ce que vous allez nous dire après, mais on avait peur de ne pas être légitime de parler de ce sujet-là. Donc tout ce qui est body positivism, le skinny talk qui est de retour sur les réseaux sociaux, enfin comment dire, cette vision du corps, surtout des femmes, qui doit être très maigre jusqu'à prôner l'anorexie. Et on s'est dit qu'on n'était pas forcément légitime d'en parler parce que globalement, on est deux femmes qui correspondent à ce schéma-là. Ouais, on Et après, plus ou moins aux normes qu'on veut.
sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, je sais que si je poste une vidéo sur les réseaux sociaux, on va pas tout d'abord, tout de suite m'attaquer sur mon corps, quoi. Oui, genre ça sera pas le premier truc. En tout cas, on va pas nous reprocher ça. Tu vois, ça va pas être la première chose qu'on va nous dire. Et même dans la vie de tous les jours, ça va moins être critiqué qu'une personne qui a une morphologie différente de la nôtre. Du coup, on s'est dit, peut-être on n'a pas la légitimité, peut-être ça fait même un peu faux cul et très privilégié par deux personnes qui correspondent à cette vision-là. Et après, on a poussé la réflexion plus loin, on s'est dit, est-ce que ça serait pas ça aussi, le fait que justement, il y ait des personnes qui sont soi-disant du coup dans la norme et qui rentrent dans la case où on veut les mettre, qui disent que c'est pas normal. Et c'est un peu comme le féminisme, on a besoin des hommes aussi pour en parler, parce que ça concerne tout le monde. Donc là, je vois pas pourquoi nous, on serait pas concernés, ou on serait du coup privilégiés au point de, on n'a pas à se soucier du problème, alors que ça reste un problème. Et moi, je veux pas que on impose à, je sais pas, à des copines ou à des connaissances ma morphologie à moi, en mode truc de comparaison, tu sais. Ouais. Du coup, je trouve que finalement, on n'est pas si illégitime que ça. Et c'est bien qu'on en parle. Dans tous les cas, quand on regarde tous les combats que, comme tu as dit, le féminisme ou tous les autres combats, c'est pas parce qu'on n'est pas, par exemple, le racisme, c'est pas parce que je suis blanche que je dois pas combattre contre le racisme. Exactement. Les personnes qui sont dénigrées par rapport à leur couleur de peau. Donc, c'est un combat comme un autre. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Ouais. Pourquoi j'ai dit que c'était encore plus le moment, bon, il y a aussi le fait que c'est bientôt l'été, comme on le sait, il y a toutes les petites trends Summer Body qui vont arriver, enfin qui sont déjà là, hein. Elles sont déjà là depuis janvier, hein, avec le nouvel an. Ouais, donc doucement, mais alors là ça va être encore pire avec le bikini body, etc. Qui a inventé ça? Ça va être chiant. Voilà, même pour nous, c'est pénible de voir ce genre de contenu là. Ouais. Mais on a aussi appris durant nos recherches que le 2 juin et durant la semaine du 2 au 8 juin, là, donc là, c'est quand on filme. Quand on enregistre, on filme pas. Quand on enregistre plutôt, quand on enregistre. C'est la semaine / la journée internationale de lutte contre les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, ça nous a encore plus conforté dans le fait qu'il fallait qu'on fasse l'épisode ce mois-ci. C'est ce qu'on avait prévu de base par rapport à la saison. On se voyait pas sortir un épisode sur le Summer Body en mois de décembre, tu vois. Ouais, ça aurait été bizarre. Y a pas trop de contexte. Joyeux Noël. Donc bon, je trouve qu'on est pile dans le thème là, et en plus ça nous a fait, j'espère que vous aussi vous avez appris quelque chose et vous avez appris qu'il y avait une journée mondiale contre les TCA. Je trouve ça important, personne n'en a parlé. Je pense que je l'aurais jamais su si on n'avait pas cherché. Ouais, après, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une journée pour tout. Hein. Oui. tu prends un sujet random et il y aura forcément une journée de l'année qui sera dédiée à ça. Mais... Oui, et en même temps, je trouve ça important parce que comme il y a le mois contre le cancer du sein, par exemple, ça reste des maladies qui tuent. Voilà, c'est pas des petites maladies, c'est souvent un peu, comment dire ça, minimisé, alors que ça devrait pas l'être. Du coup, je vais commencer avec des petits chiffres. C'est à la fois minimisé et à la fois les gens s'en servent beaucoup, un peu comme les TDAH, où les gens font je suis TDAH ou je suis HPI. Oui, il y a un peu les deux phases. Et c'est surtout le fait qu'il faut pas, c'est pas drôle. Non, voilà. Et vraiment, les troubles, c'est diagnostiqué par un médecin, par quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. C'est pas genre juste je me dis j'ai pas faim aujourd'hui, j'ai des TCA. Non, c'est pas du tout ça, des TCA, c'est vraiment diagnostiqué, c'est par un médecin, quelqu'un qui fait partie de la médecine de la santé, donc c'est pas genre un sujet... Oui, c'est pas des autodiagnostics. Voilà, c'est ça. Mais, donc du coup, quelques chiffres, et après je te laisserai nous donner tes petites découvertes à toi. Je parle des découvertes, mais c'était des chiffres assez horribles que j'ai trouvés. Pour l'instant, je vais parler de la France. En France, les TCA, elles concerneraient près d'1 million de personnes. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, ça fait genre 1,5% de la population. Ouais, on est 70 millions presque, je crois. En France. Mais surtout,
le chiffre le plus alarmant, je crois, c'est que la moitié de ce million, donc 50%, ne sont pas diagnostiqués. C'est des gens qui sont dans l'ignorance de leur maladie. Ouais. Mais j'ai déjà connu des gens qui savaient pas, qui avaient des troubles. Ouais. Et toi, tu le vois et du coup, c'est difficile. C'est un sujet difficile à aborder parce que tu sais pas trop comment la personne est mentalement quand tu vois. Oui. Troubles, mais... Et puis il y a des fois il y a des formes de déni de ouf. Hein. Oui. Ça accompagne souvent dans tout, il y a le déni dans toutes les maladies et notamment dans les troubles mentaux. Il va y avoir un déni en me disant, par exemple la dépression. Je suis pas dépressif. Non, je suis pas dépressif. Au final. Oui. Si. Du coup, c'est pareil pour les TCA, que ce soit soit parce qu'on va avoir beaucoup envie de manger, donc la boulimie, alors soit parce que ça va être quelque chose où on renie la nourriture, on a vraiment un dégoût de la nourriture, alors que la nourriture c'est essentiel à la vie, à la survie de... Fun fact. On peut rester 3 semaines sans manger. Ouais. En buvant de l'eau, bien évidemment. Sans eau, c'est finito. Voilà. C'est ça. N'oubliez pas de boire de l'eau, les enfants. C'est 3 minutes sans respirer, 3 jours sans eau et 3 semaines sans manger. Mais bon, 3 semaines sans manger, vous allez pas courir un marathon, quoi. Ah bah non. 3 minutes sans respirer, c'est beaucoup. Hein. Je tiens pas 3 minutes en apnée. Ouais, mais je pense que si t'es dans la merde, tu tiens 3 minutes. Non, oui. Je pense que ton corps, il se bloque automatiquement. Ouais, c'est ça. Deuxième chiffre. Et celui-là, il est horrible. Enfin, le précédent aussi, mais celui-là, je trouve qu'il donne encore plus un ressenti, une image. Il faut savoir que les TCA en France, c'est la deuxième cause de mortalité des 15-24 ans. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un sujet. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la santé mentale. Merci. Avant, on n'en parlait pas du tout. Mais surtout chez les jeunes, puisqu'il y a vraiment ce truc de il faut avoir un corps parfait, il faut faut respecter les normes de la société. Et... Sauf que les normes de la société... La pression sociale, elle a un peu augmenté. Pas qu'elle ait jamais été présente. Hein. Il y a toujours eu des normes, etc. Elle a toujours été là. Mais là, elle a augmenté et c'est aussi le fait qu'on a une image de corps, on a le reflet de notre image et le reflet de l'image des autres qui est multiplié par des centaines de fois avec les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, etc. Et tu sais, c'est quoi la première cause de mortalité des 15-24 ans ? Je sais pas du tout. Bah du coup, c'est les accidents de la route. C'est quand même deux infos ça m'étonne qui... pas. Ouais. Ça m'étonne pas tant. Accident de la route, c'est... Bon, j'allais dire que c'est compréhensible. Non, ça l'est pas, mais c'est des accidents. Oui. Les TCA, c'est une maladie, ça prend du temps, c'est long, il y a... Donc je trouve que le classement est horrible. Mais accident de la route, bon c'est pas du tout par rapport au sujet, mais en soi, il y a beaucoup de genre, je veux prouver que je sais conduire. Aussi, on est jeune conducteur, on a un A, on conduit, on est censé rouler moins vite. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc de, je suis avec mes potes, il faut que je prouve. Et surtout maintenant, le permis est à 17 ans, donc je vois pas... bref, c'est pas trop le sujet, mais il y a vraiment ce truc de prouver. Et aussi, je reviens sur le fait que les 15-24 ans, il y a beaucoup de TCA, et qu'il faut avoir un corps parfait. Aujourd'hui, en France, 50% de la population française est en surpoids. Ça veut dire l'IMC, il est au-dessus de... je crois que c'est 24. C'est quand même 50% de la population, et ça s'explique pourquoi il n'y avait pas ça avant et aujourd'hui il y a ça, c'est la nourriture. On va vraiment aller plus sur de la nourriture, des plats qui sont préfaits, des trucs qui sont faits, alors qu'avant il y avait de la cuisine, on mangeait moins sucré. C'était de la cuisine, c'était vraiment des fruits et des légumes du jardin, de la viande. Il y avait moins de conservateurs, il y avait moins de produits chimiques rajoutés. Il y avait beaucoup de sel pour conserver, mais quand on regarde mes grands-parents comment ils cuisinaient, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc ça s'explique aussi par la nourriture et aussi le prix. Oui, ça coûte cher d'acheter de la bonne viande. Oui, ça coûte cher d'acheter des bons produits. Et donc on va aller sur des... Ça fait un cercle vicieux, ouais. Tu rentres dans un cercle vicieux de tu peux pas te permettre. Du coup, tu vas sur des produits moins chers qui sont de moins... Enfin, là, on a l'exemple de la France, mais c'est super flagrant aux États-Unis. Ah oui, aux États-Unis, pour le coup, c'est un peu les leaders mondiaux. J'espère qu'ils en sont fiers, vu qu'ils veulent être premiers partout. Mais c'est ce cercle vicieux de tu vas acheter quelque chose de bien, t'as pas les moyens, tu te rabaisses entre guillemets sur un truc de moins bonne qualité. C'est ça. Et en final, ça améliore pas forcément ta santé. Après, l'IMC, je reviens sur le fait que tu as cité l'IMC, c'est une valeur
Ah oui, c'est comme de la une merde, autre, ça. ok, mais c'est de la merde. Si ne faites pas confiance à votre IMC, ça ne veut pas dire que vous Ah oui, êtes en non. mauvaise santé si vous avez une IMC qui est soi-disant trop élevée, parce que je sais que c'est souvent ce que sortent les journalistes quand on parle de l'obésité en France, et c'est pas une valeur auquel il faut faire confiance, parce que regardez, notamment les gens qui font beaucoup de sport, les athlètes Ouais. de haut niveau, mais juste les gens qui sont musclés naturellement, le muscle étant beaucoup plus lourd que la graisse, c'est des gens qui sont en super forme physique, santé de dingue et tout, mais qui ont une IMC au-dessus de ce qu'ils devraient, et on les classe dans l'obésité. Alors que non, ils sont capables de Pendant courir des le, marathons, des trucs comme ça, tu vois. dans le surpoids, parce qu'il y a surpoids et après il y a obésité. Ouais. Mais oui, enfin, quand tu regardes même des gens qui veulent perdre du poids, en général, on commence pas. Pour perdre du poids, c'est réduire un peu la consommation de nourriture ou mieux manger et faire du sport. Et en général, bon, tu vas avoir au début la perte de graisse si vraiment tu étais en surpoids ou en obésité. Mais aussi, tu vas avoir de la prise de masse, enfin de muscle, qui fait que tu vas prendre du poids. Enfin, moi, je sais, pendant le confinement, avant le confinement, j'étais maigre comme tout. Et j'ai pris 4 kilos en 2 mois juste parce que j'ai commencé à me muscler. Ouais. Et j'ai pas pris de graisse. Enfin, vraiment, c'était vraiment que... Je bougeais moins, mais je faisais de la muscu. Enfin, la muscu, je m'entends dire, hein, je vais pas faire soulever des gros poids, mais j'ai pris du poids de ouf. Après, c'était pendant ma croissance aussi. C'était pile pendant ma croissance. Oui. Mais quand on regarde, même toutes les personnes qui perdent du poids, je sais pas si vous avez regardé les transformations physiques des youtubeurs sur YouTube du coup. Mais en général, ils disaient, oui, il y a une perte de graisse, mais pas forcément une perte de poids, parce que... c'est même le contraire parfois. C'est des gens qui parfois, il y a une prise de poids. Ouais. Et c'est aussi le fait de... J'aime pas, tu sais, tu veux perdre du poids, écoute, arrête de manger, hein, va faire du sport. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous commencez à faire du sport et que vous arrêtez de manger, votre corps ne va pas tenir. Voilà. Et aussi, je voulais revenir sur le fait du le prix de la nourriture, etc. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter convenablement à manger et ils sautent des repas. C'est très mauvais de sauter des repas. Si vous voulez perdre du poids, ne sautez absolument pas les repas. C'est encore pire parce que votre corps fonctionne, va chercher son énergie pour des stocks. Et du coup, il va faire des stocks. Alors que si on mange aux bons horaires, si on mange en bonne quantité, des choses bonnes pour la santé, des légumes, de la protéine, des féculents, eh bien, ça marche. Après, il y a aussi le fait que il faut quand même revenir sur le fait que, là, on disait la qualité de la nourriture, c'est super important. Et malheureusement, oui, comme tu le dis, les étudiants, je pense qu'on est un peu les premières victimes parce que déjà, il y a le temps. Qui a le temps de faire des vrais repas, vraiment avec tout ce que un repas très sain devrait contenir? Qui? Le soir, quand on est en révision ou en période de partiel, etc., qui n'a pas juste la flemme quand tu rentres à 18h de te reposer pendant 1 heure pour faire à manger et ensuite de retravailler après? Non, vraiment, je comprends le fait parce que je suis la première concernée. Des fois, j'ai juste la flemme. Et en même temps, j'adore cuisiner. Je sais que c'est pas... Genre, si j'ai le temps et que je suis motivée, je peux passer 1h30 dans ma cuisine à faire des petits plats et tout. Mais quand je suis trop fatiguée le soir, je suis en mode... des pâtes. Voilà. Donc, il y a aussi ça qui joue. Je sais plus ce que je voulais dire. Super. La qualité des aliments... On a perdu Elena. Ah non, ça m'énerve. J'avais un truc à dire, mais il a spawn dans ma tête, il est reparti tout seul. On va avancer, je le trouverai bien ce que je vais vous dire. Oui. Après, il y a aussi, et revenons sur les réseaux sociaux. C'est souvent, tous les influenceurs fitness, mettez ça entre gros guillemets, parce que je les vois, les arnaques. D'accord? Fitness de quoi? Quand c'est pas des professionnels, ça m'énerve. Qui vous donnent des conseils sans forcément prendre en compte juste la particularité de chacun. Chacun est différent. Il y a des choses pour lesquelles ça va marcher sur certaines personnes et ça va pas du tout fonctionner sur d'autres. Et ça dépend du mode de vie de la personne. C'est quoi son métier? Est-ce qu'elle a le temps? Est-ce qu'elle a des enfants ou pas? Est-ce que c'est super compliqué? Donc je trouve qu'il y a ça aussi qu'on oublie, juste le mode de vie de... Imaginons, truc standard, c'est un couple
il y a une des deux personnes qui veut perdre un peu de poids. Ok. Donc il y a 2 enfants à la maison, machin, ça veut dire que la personne qui fait à manger, ou les deux, bah par exemple, ça va peut-être changer les menus, ça va faire un repas différent pour la personne qui a un régime alimentaire qui est maintenant différent. Mais c'est tout con, mais c'est toute une autre organisation quand on a une famille et qu'on n'a pas forcément le temps de faire ça. Et pareil pour les courses, etc., bah c'est aussi un budget. Donc ouais, c'est compliqué. Mais bon, revenons sur le problème de... J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Amen, dis-nous. Yay. Je voulais dire aussi pour les étudiants, aussi c'est hyper compliqué de cuisiner pour une seule personne. Enfin, aussi, oui. En plus, ça coûte cher. Moi, je me fais toujours des doubles repas à chaque fois. Et Tupperware? Attends, on est où là? Les boîtes Tupperware, c'est ma vie. Mais c'est hyper dur. Quand tu cuisines pour 5-6 personnes, oui, tu peux faire ton petit bœuf bourguignon, mais tout seul, tu vas pas te faire ton petit bœuf bourguignon. Enfin... Mais surtout que il va garder pendant le bœuf bourguignon, c'est vraiment le plat le plus long à faire. La viande, c'est qu'elle cuise longtemps. C'est ouf. Mais au niveau de la quantité, tu n'auras jamais le morceau de viande qu'il te faut et enfin tu vas pas t'embêter à cuisiner pour ton petit bout de viande. Et du coup, c'est hyper compliqué aussi de cuisiner. Et même parfois, je me dis, j'aimerais trop, par exemple, faire un risotto. Mais un risotto, je vais en avoir pour 3 mois et j'ai pas de congélateur. Donc je peux pas. Ah, fun fact, j'arrive à faire des risottos. Mais du coup, je calcule mes portions de riz. Voilà. Ouais, mais après, si je fais... Mais j'en fais toujours trop, hein. J'en ai pour 3 jours à chaque fois, hein. Mais je mange du risotto, voilà. Tu manges du risotto. Et voilà. J'ai coupé, du coup... Non, bah, on va passer sur le problème actuel, enfin de plus en plus actuel, qui est revenu. Les réseaux sociaux. C'est quoi cette nouvelle tendance du skinny talk qu'on voit partout? Pour ceux qui ne connaissent pas, le skinny talk... défini. Le skinny talk, c'est des vidéos qui vont vraiment promouvoir le être skinny. Mais c'est même pas être skinny, c'est vraiment genre être en sous-poids. C'est vraiment très mauvais. La maigreur extrême, hein, vraiment. On voit les os des personnes, enfin des femmes qui font les vidéos. Et fun fact, le hashtag skinny talk a été banni sur TikTok. Voilà. Ah mais non, ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Oui, pour éviter, sauf que bien évidemment, bah il y a tous les autres hashtags qui sont disponibles, donc oui. C'est encore possible. Et sur les réseaux, il y a ce problème de l'algorithme. En fait, quand tu vas lire un magazine, même si au moment un magazine va promouvoir un corps maigre, etc., c'est que une fois que tu as fini de lire ton article, il n'y a plus l'article. L'article n'existe plus. Exactement. Vous en avez lu un seul. Les réseaux sociaux, il faut passer 2 secondes de plus sur la vidéo, sur une vidéo, quelconque qu'elle soit. Et vous allez avoir... Ça va revenir et revenir. L'algorithme est fait comme ça, donc forcément. Et ton cerveau va se dire, bon bah, je vois ça partout, je suis entouré que de ça, c'est la normalité. Alors que, absolument pas. Et en plus d'être la normalité, enfin, on pense être la entre normalité, j'ai 2 trucs que j'ai trouvés là. D'ailleurs, c'est un article. Je sais pas si on pourra mettre des liens. Peut-être qu'on le mettra sur le compte Instagram. En bio, des articles. Ouais, si je peux mettre en description du podcast. Si j'arrive, c'est pas sûr. Mais j'ai trouvé un article Skinny is back and so is body shaming. En fait, je crois que c'est aussi ça le problème. C'est vous voulez être skinny dans le sens où c'est votre rapport au corps, c'est ce que vous voulez faire avec votre corps. C'est donc votre problème en fait. Bah ok, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais pourquoi aller body shamer les autres qui ne sont pas comme toi? Parce que là, c'est ça le problème du skinny talk en fait. C'est que c'est des discours qui sont haineux, qui mettent une pression de ouf et qui sont... c'est méchant, ça va être profondément méchant. Il y a des discours comme You're not ugly, you're just fat. C'est-à-dire... C'est vraiment des trucs où, tu as faim, ton ventre gargouille, mais pourquoi tu l'écoutes en fait? T'as besoin d'une récompense, qu'est-ce que t'as fait de ta journée pour mériter de grignoter? Et c'est super, comment dire... C'est des mots super forts et dénigrants, et... Oui, dénigrants. Et anormal. Enfin, t'as faim, ton corps a faim, logiquement, il a faim parce qu'il a envie de faim. Il faut se nourrir. Et c'est vraiment des vidéos qui prônent le fait qu'il faut pas se nourrir, il faut manger le moins possible. Oui. En fait, ça fait culpabiliser alors que c'est un besoin naturel. Bon. Et du coup, en fait, c'est vraiment des phrases qui vont jouer sur ton cerveau et si t'as juste un moment où t'es pas bien parce que mentalement ça va pas,
bah tu vas dire ok, ce qu'ils disent c'est vrai, et vu que tout le monde, toutes les vidéos disent ça, et que dans les commentaires ça suit, et bah tu te dis c'est la normalité, c'est moi qui suis bizarre entre guillemets, et tu vas te dire bon, bah je vais pas manger parce que on m'a dit qu'il fallait pas manger. Exactement. Et le problème là qu'on a vu avec la vague des réseaux sociaux, c'est que ça a aussi un peu beaucoup pris place dans la vraie vie. Ça s'est refait une petite place petit à petit dans les grandes sphères publiques et people qu'on peut côtoyer tous les jours. Moi, je vais parler, je ne sais pas si tu as d'autres références, moi je vais parler du monde de la mode, parce que c'est celui que je connais le mieux, avec des exemples assez concrets. La dernière Fashion Week qui a eu lieu, donc janvier-février /mars, ça dépend de laquelle vous parlez, mais de ce début d'année-là, on avait, alors, j'ai des petits chiffres, attendez. Donc c'était pour la saison Summer-Spring 2026, donc pour l'année prochaine. Ça a diminué de moitié, voire de 2/3 leur représentation de body dit plus size. C'était déjà minime dans ce monde-là. Mais on avançait. Vraiment, depuis 2015, il y a eu des bigs avancées. Les agences bullient de moins en moins leurs propres mannequins en leur demandant de maigrir. Ou il y avait de plus en plus d'inclusivité, de body positivism. Et là, ça a vraiment diminué d'un coup en une saison. Hein. C'est pour ça que c'était choquant pour tout le monde. Pour exemple, la Fashion Week de Londres, elle est connue pour être la plus inclusive de toutes les Fashion Week. Du coup, les 4 plus grandes, c'est New York, Milan, Londres, Paris. Et Londres, c'est la plus inclusive de toutes. On est passé de l'année dernière à 63 plus size à aujourd'hui 26. En sachant qu'on a eu au moins 1600 looks. Donc déjà 63, c'était pas beaucoup pour environ 1600 looks, ok ? Mais alors 26, c'est encore moins. En sachant que c'est donc elle la plus open-minded, tu vois. Donc bon, je sais pas ce que ça annonce pour le futur, mais je trouve ça super inquiétant. Surtout que s'il y a bien un monde qui avait dénoncé ça et qu'on était victime, c'est le monde de la mode. Enfin, on les a toutes vues, les mannequins, etc., qui ont dénoncé ça, qui hurlaient au scandale ou qui, après plein d'années, révélaient tout ce qu'elles devaient faire ou tout ce qu'elles devaient endurer dans ce monde-là. Je trouve ça horrible qu'on redevienne comme ça et surtout qu'on le renormalise avec les réseaux sociaux, du coup, qui confirment le fait de oui, non, mais en même temps, c'est normal, elles sont mannequins. Ben non! Non, c'est pas normal. Enfin, vous avez pas besoin d'être mec pour porter des vêtements, à ce que je sache. Voilà. Non, vraiment pas. Tout le monde, enfin, de toute façon, dans tous les cas, tout le monde doit porter des vêtements après. Après, oui, il y a vraiment le truc de la mode. Même quand on regarde un concours Miss France, ils ont élargi maintenant les critères qui sont beaucoup plus ouverts. Mais faut faire minimum 1m70. Bah, tout ce qui est mannequin au final. Hein. Faut faire minimum 1m70. Faut être taillé comme une guêpe. Faut avoir moins de tel âge. Faut pas avoir d'enfants. Faut pas de ci, faut pas de ça. Et heureusement déjà ils ont augmenté l'âge. Et pareil, il y a plus trop le truc de mensuration. C'est on peut encore, mais il y avait, je crois que c'était Miss Lorraine si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Qui avait un peu plus des cuisses, un peu plus enfin c'était pas genre fine, on voyait pas les os, tu vois. Et elle a eu sur les réseaux sociaux, elle s'est fait critiquer. C'était la seule avoir un corps un peu plus pas maigre, très typé mannequin. Et évidemment les réseaux sociaux s'en sont bien pris, l'ont bien attaqué et malheureusement voilà, en plus ça donne des vagues de harcèlement de ouf, donc oui. Et tu te dis tu sais qu'elle va pas gagner parce que elle a pas un corps de taille parfait. Enfin voilà. Oui, mais tu sais que moi je suis pas trop dans Miss France, etc. Enfin c'est toujours une émission que j'ai un petit peu loin de moi. Mais par contre, s'il y a bien un truc où je vais un peu donner c'est un peu un ordre de comparaison avec Miss France, même si on élit personne. Victoria's Secret a été de retour en octobre 2024. Banger, d'accord, c'était trop bien. Alors, c'était pas, il y a forcément la nostalgie du début de Victoria's Secret que certains ont eu. La nostalgie, je peux comprendre que le show soit pas exactement à tes attentes, que les artistes, c'est peut-être pas ce que t'espérais, etc. C'est toujours un big truc.
Et là, cette année, et vu que ça a été, enfin, ils ont changé de directeur, etc., Victoria's Secret, ils ont décidé que c'était plus inclusif. Que maintenant, t'es plus obligé d'être un super skinny pour porter un soutif et une culotte, globalement. Et ils ont inclus vraiment tout type de morphologie, ce qui était super. Merci. Et bah, ça a été les premières critiques sur les réseaux sociaux. Mais des trucs violents. Genre, non, mais on pourrait ramener les maigres. Je traduis, mais c'est-à-dire, et en plus, elles sont vues encore un peu comme des objets, donc c'était vraiment, est-ce qu'on pourrait ramener celle qui avait la peau sur les os, s'il vous plaît? Voilà, non, parce que là, votre mentalité woke, body positivity, on n'en veut pas en fait, c'est moche. C'est-à-dire, enfin, parce qu'il y a quand même des humains derrière, hein. Oui. Et en fait, il y a vraiment les réseaux sociaux, enfin, le fait d'avoir un anonymat, jamais dans la rue, s'ils te croisent, ou s'ils étaient au défilé, ils crieraient, tu vois, ou ils gueuleraient. Mais sur les réseaux sociaux, il y a l'anonymat, tu peux utiliser un pseudo, te créer des comptes, tu peux en créer 15 000 si tu veux, et du coup, les gens se permettent des choses. En fait, moi, je pars du principe simple sur les réseaux sociaux, si je suis pas capable de le dire en face à la personne, enfin, de critiquer la personne en face, c'est que ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Et pourquoi critiquer? Enfin, en fait, c'est surtout pourquoi critiquer et qui t'autorise? Qui es-tu pour te permettre d'avoir une opinion sur le corps de quelqu'un d'autre? Surtout que c'est bien que du coup il y ait des mannequins, des mannequins qui soient plus grande taille pour voir aussi les vêtements sur des personnes grande taille. Bah oui, enfin je veux dire, ça me paraît évident d'avoir une représentation pour tout le monde. Comme ça, mais tu vois les vêtements parfaits. Et même il y a des vêtements qui sont vraiment plus jolis sur des personnes grande taille que maigres. Oui, je suis d'accord. Et aussi, mais même, c'est même pas un extrême ou un autre, c'est juste la mixité, quoi. C'est juste pour représenter tout le monde, parce qu'un vêtement, on devrait pas avoir une sorte de carte d'autorisation pour porter un vêtement. Mais en parlant de ça, ça me rappelle les reines du shopping avec Christina Cordula qui disait oui, t'as ta morphologie en H, en O, en V, du coup tu peux pas porter ça, faut porter ça. Enfin, on a bien vu aujourd'hui que l'événement, ça va vraiment à toutes les personnes, plus ou moins, après du moment que t'aimes bien le vêtement. Il y a tellement de façons de décliner un vêtement qu'une jupe portée sur une personne ou une autre, ça sera pas du tout la même chose, et ça pourra, dans les deux cas, être très joli. Donc vraiment, bien sûr c'est comme la colorimétrie, il y a des couleurs, il y a des formes de vêtements ou des qui vont un peu mieux à d'autres cas par exemple comment on appelle ça? Ah, j'ai pas de vocabulaire ou quoi? On perd nos mots aujourd'hui. Non mais c'est honteux. Comment on dit? C'est non, Elena, faut que tu m'aides là, c'est la honte. Les motifs. J'ai les motifs. Et non, tu coupes au montage, d'accord? Je laisserai. Il y a aussi des motifs, donc des couleurs, des motifs et des formes de vêtements qui vont mieux à certaines personnes, à certaines couleurs de peau aussi, etc. Ça varie, c'est ce qui fait la beauté des êtres humains. Moi, je trouve ça trop bien. Et au contraire, parce que je sais qu'on avait aussi pensé à ça quand on a commencé à réfléchir sur le thème, il y avait je pense que là, on parle plus des années du coup, plus début TikTok, big air de TikTok pendant le confinement, confinement, donc 2021-2022 max. Mais cette ère où le body positivism c'était devenu l'autre extrême et où on validait des personnes malades. Et là, j'utilise le mot malade parce que c'était vraiment des gens qui étaient tellement en surpoids, en obésité, qu'ils souffraient physiquement et psychologiquement. Et on validait ça en mode ah mais c'est trop bien, mais oui c'est bien. Ils ont le droit d'exister ces gens, je remets pas leur existence en valeur. Est-ce que pour autant c'est être en bonne santé? Non. Et pour avoir connu des gens dans mon entourage plus ou moins proche, c'est des gens qui eux-mêmes vont te dire non mais j'ai des problèmes au dos, j'ai des problèmes aux genoux, etc. Et même cardiaque, c'est horrible. Cardiaque également. C'est pas non plus ce qu'on conseille. On vous conseille pas de retourner dans l'autre extrême. C'est un juste milieu. Comme le fait d'être skinny ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Et c'est ce que Skinny Talk essaye de nous vendre là. Skinny is healthy. Non. Donc Kate Moss, elle rentre chez elle, d'accord? Et ça veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Et ça dépend vraiment des gens et de votre morphologie et de comment votre corps accumule les nutriments. Oui.
Et en parlant donc des réseaux sociaux, récemment, il y a Joy Jonathan qui a posté une vidéo et elle s'est fait critiquer parce qu'elle était trop maigre. Alors écoutez, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez, quel type de corps vous voulez. En fait, les gens sont jamais contents. Non, mais les gens sont jamais contents. Hein. Ça, c'est un truc de... C'est surtout le H-word. Mais après, voilà. Hein. Si je peux me permettre, toujours les premiers à critiquer. Et ouais, en fait, il y a vraiment une critique sur le corps de la femme, notamment des femmes, des hommes aussi, mais c'est beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux. Mais les gens sont jamais contents, soit elles sont trop grosses, soit elles sont trop maigres, soit t'as pas assez de forme, soit t'en as trop de forme, et du coup ça pose problème. Écoutez, on choisit pas trop son corps, enfin on peut. Bah oui, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un déterminisme, genre dès la naissance de ceux qui ont le droit d'exister normalement et ceux qui n'ont pas le droit, mais c'est horrible. C'est ça, parce que oui, on peut jouer sur le poids de son corps, etc., le musclé ou pas, mais il y a quand même des déterminants génétiques, il y a des personnes, elles ont, ou des maladies qui vont faire que bah on va être plus maigre ou plus en surpoids à cause d'une maladie. Et on oublie souvent qu'il y a des maladies qui donnent du poids, des maladies qui font perdre du poids, et que bah il faut aussi prendre ça en compte, et on choisit pas forcément son corps. Dans tous les cas, vous pourrez dire oui, mais non. Je vais prendre un exemple très concret, qui est souvent utilisé, que ça soit pour les gens justement contre le culte de la maigreur, comme pour les gens qui sont pour. C'est un exemple qui revient dans toutes les vidéos surtout que j'ai regardées, c'est Bella Hadid. Ok, grande fan de Bella Hadid. Vraiment, j'adore. Vous avez en face, Elena, vous avez dans vos oreilles une personne qui est très fan de Bella Hadid. J'en entends parler matin, midi, soir. Non, je rigole. Presque. C'est un peu vrai. J'assume. Mais les gens oublient que elle a une maladie. Oui. Elle n'a pas, elle n'est pas maigre comme ça. Et le fait que, surtout les gens critiquent le fait qu'elle peut prendre entre guillemets du poids et perdre du poids d'un coup, bah c'est selon ses traitements. Elle a la maladie de Lyme. Elle est aussi atteinte d'endométriose, donc je pense que ça joue. Et qu'avec tous les médicaments qu'elle doit prendre et les big traitements, de toute façon elle avait posté quand elle a vraiment été mal et qu'elle a dû être hospitalisée avec la maladie de Lyme, elle avait posté des photos et tout, et tu vois que c'est des big traitements intensifs, genre elle a toujours la petite pompe qui la suit partout, elle est sous cathéter machin, c'est chiant, c'est long, mais ça explique ce fait-là, et ça m'énerve qu'on la prenne toujours, parce que bon, c'est une grande icône de mode, c'est une inspiration pour plein de gens, donc je comprends qu'on la prenne en exemple pour le fait de comment elle s'habille, ok, mais pas pour sa morphologie, parce que elle l'est, et en plus c'est elle-même qui l'a dit dans sa dernière édition de Vogue, que j'ai lu, elle le dit elle-même, ça l'énerve de voir qu'on la prend comme exemple quand elle est à son plus bas émotionnellement parlant et physiquement parlant, où elle allait mal, et que c'est des gens qui prennent ça en exemple, ou au contraire qui critiquent en disant qu'elle est sous drogue, que c'est le retour de l'héroïne chic, etc. Alors qu'en fait elle est juste malade. Oui. Voilà. Sur les réseaux sociaux, comme on a dit, on a beaucoup parlé de summer body. Et du coup, j'ai regardé d'où ça venait. Je me suis dit, mais qui a inventé ce mot? Qui a décidé de chercher qui a inventé ça? Putain. En fait, le summer body, c'est parti d'une Australienne au début des années, au début du 20e siècle. Oui, c'est ça, 20e siècle. J'ai plus son nom, j'ai pas marqué son nom, désolé. C'était une Australienne qui faisait de la natation synchronisée. Et en fait, avant, elle portait bien évidemment des combinaisons au début du 20e siècle. Et un jour, pour une compétition, elle a décidé de porter un maillot, une pièce, mais en short, et on voyait ses bras, on voyait ses jambes et ses bras, grosso modo. Et elle s'est fait arrêter par la police, pour indécence. Voilà. Attends, t'es en train de me dire qu'on a vu ses bras? On a vu ses bras et ses jambes. Des petites jambes, mais c'est pas vrai, c'était un mouvement normal. Un maillot de bain, une combinaison moulante, attention. Et du coup, il y a une jurisprudence suite à cette affaire. Donc, comme quoi, il y a le droit de porter des combinaisons où on voit les jambes et les bras, attention. Pour la natation, si et seulement si les femmes portent une robe avant d'entrer dans l'eau. D'accord. Et du coup, c'est elle qui a inventé... On parle des années 1900, les enfants. D'accord. 1900. Et du coup, il faudrait qu'on évolue. Après, elle a inventé du coup le maillot de bain, une pièce, elle a créé une marque, etc. Et c'est
C'est un terme qui s'est, du coup, summer body, qui s'est démocratisé dans les années 50. C'était pour, notamment sur la peur des femmes de montrer son corps, donc les rondeurs, les formes, les imperfections en maillot de bain l'été. Donc voilà. Et la première fois que ça arrivait dans les réseaux, pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas, Elena, que ça arrivait dans la presse, c'était dans les années 60 dans le New York Times avec une pub vendant le summer body. Voilà. Super. Et du coup, sexiste des années 50-60 là. Voilà. Mais tu sais ce qui est horrible dans le parcours de l'Australienne là, c'est que maintenant c'est le contraire. Oui. C'est que quand je vois, surtout on l'a vu l'année dernière avec les JO, donc la natation synchronisée, la natation tout court, et tout ce qui est beach volley, la danse et la danse classique et la gymnastique. Et le tennis. Le tennis aussi, ça marche aussi. Mais là, c'est plus des trucs où il y a des justes au corps, enfin, il y a des choses très près du corps. Pourquoi c'est si échancré ? Oui, mais en fait, aussi, il y a aussi le confort... Ah, attends. Pause, je ferai un montage. Aussi, il y a le confort des athlètes, mais il y a vraiment un truc de... il y a un truc d'objectification et de Ouais. C'est vraiment pour le regard des autres et c'est pas du tout pour leur confort. Quand je vois Simone Biles avec leur petit juste au corps super serré, super échancré qui rentre partout là, je suis désolée, quand elle fait ses saltos, elle est pas à l'aise. Oui, voilà. Et après, quand on regarde, on peut dire oui, il faut que avoir le moins de trucs sur son corps. Je sais que par exemple, les cyclistes et les nageurs s'épilent pour avoir une meilleure adhésion. Ils mettent le même, pareil, un bonnet de natation, c'est pour mieux glisser sur l'eau. Mais quand on regarde par exemple l'athlétisme, pour le coup, les hommes qui vont être plus facilement torse nu l'été, etc., enfin dès qu'il fait chaud, ils ont un maillot avec un short. Les femmes sont en brassière et en culotte. Donc, et oui, c'est un peu l'inverse de ce qu'on peut voir à la plage l'été. Voilà, les hommes torse nu et les femmes qui doivent se couvrir. Donc, dire que c'est confort, etc., les hommes sont en t-shirt, donc pas trop sûr de cette info. Oui, et si on prend juste la personne qui veut faire un peu comme elle a envie, ou je sais pas, les influenceurs, ou juste des personnes random sur les réseaux sociaux qui postent des vacances sur les réseaux, avec des photos en maillot de bain, et là, hop, on revient dans l'autre, le contraire, non mais elle n'a pas honte de se poster comme ça, un peu d'intimité, un peu de pudeur, machin. En fait, les gens sont jamais contents. Voilà. Vraiment. Mais par contre, il y a un truc qui revient aussi beaucoup, c'est le culte donc, de la maigreur, du fait d'être parfait, parce que c'est associé au fait d'être beau. Et à côté de ça, il y a donc le fait, donc ça englobe généralement tout ce dont on vient de parler, le culte de la beauté. Et dans mes petites recherches, je suis tombée sur des vidéos d'une madame qui se filme en disant si votre priorité dans ta vingtaine, c'est pas d'être beau, c'est que t'as raté ta vie. C'est en anglais, je traduis globalement, mais globalement, elle disait ça. Genre, dans votre vingtaine, votre priorité, c'est d'être beau. Mais je trouve que la beauté, c'est vraiment genre, déjà, c'est subjectif, mais je trouve que ça se joue vraiment, genre, mentalement, en mode, si mentalement, tu te dis, ou même dans la prestance et dans le charisme, genre, ça va vraiment plus se jouer sur ça que sur vraiment le physique. Si tu peux voir une personne très belle, mais, enfin, tu vas te dire, parce qu'elle répond aux normes de la beauté, mais elle aura pas confiance en elle, elle aura pas je dis elle parce que c'est souvent les femmes, elle aura peur de se montrer, etc. Tu vas beaucoup moins sentir cette beauté, enfin tu vas pas tout de suite te dire waouh elle est belle alors qu'elle correspond totalement aux normes de la société de la beauté. Oui, parce que forcément il y a un peu un truc de je veux me cacher, j'ai honte, je suis pas sûre, etc. Ce que je comprends complètement parce que je suis toujours parfois cette personne-là où t'es pas sûr de toi, du coup tu te caches et t'assumes pas trop. Et je trouve ça triste, mais du coup je comprends ta vision c'est aussi dans la personne, genre ce que la personne dégage. Ouais. Et c'est ce qu'on voit, genre même quand tu regardes un défilé de mode, c'est très genre tête levée, regard posé et tout, très charismatique. Oui, de ouf. C'est vraiment dans l'aura. Voilà, un terme des réseaux sociaux. On va utiliser un terme des réseaux sociaux.
Laura. Yay! Mais après, je trouve ça très... un peu grave, le fait qu'on réduise notre existence à ça, tu vois, parce qu'on pourrait dire, votre but dans la vingtaine, mais découvrez des nouvelles cultures, apprenez plein de choses, allez voir des films, franchement, constituez-vous une grande culture, etc., explorez le monde. On pourrait nous dire ça, et là, le message véhiculé, c'était, non, regardez-vous dans le miroir et faites vraiment attention à comment vous êtes et ce à quoi vous ressemblez. Je dis pas, pareil, de pas prendre soin de soi, etc. Moi, je sais que c'est un truc que je fais, parce que j'adore ça, c'est vraiment mes petits moments à moi, et après, je prends mon petit bouquin et je lis, je sais pas, le soir, j'adore faire ma skincare, ou j'aime bien quand je suis bien maquillée, etc. C'est un truc que moi, j'aime bien, mais je comprends aussi qu'il y en a qui en aient strictement rien à faire. Tu vois, c'est pas une priorité, c'est vraiment juste un confort personnel, et ce que moi, j'ai envie de faire pour me sentir bien, mais ça devrait pas être une obligation, tu vois. Enfin, je sais pas comment... Il y a vraiment ce truc de... dit, mais... Si t'as pas ta skincare avec 15 000 étapes dans tous les sens, eh bien, c'est pas bien. Alors que tu peux juste avoir une crème, et même... le minimum, c'est vraiment la crème solaire. Fun fact. Le minimum, c'est la crème solaire, crème hydratante et crème solaire. Je dirais que crème hydratante quand même, parce que hydrater cette petite peau. Ouais, mais il y a des crèmes hydratantes qui sont nulles. Et si tu mets la crème solaire, c'est mieux de mettre une crème hydratante. Oui, voilà. Pas assécher ta peau encore plus. C'est pour ça que je dis c'est mieux le combo, quoi. Et voilà, quoi. C'est tout. Mais il y a vraiment ce truc où il faut se laver tant de fois par jour, tant de fois par semaine. Puisque c'est un truc, d'ailleurs, c'est un rapport encore même pas vraiment, c'est les cheveux. Il y a vraiment, je vois entre, par exemple, la génération d'il y a 10 ans et aujourd'hui, le truc d'aujourd'hui, écarter les shampoings, se laver 2 fois par semaine, 3 fois par semaine maximum les cheveux, plus c'est de laver tous les jours, alors que quand on regarde 10 ans avant, il fallait se laver tous les jours, il fallait toujours laver, alors que c'est pas bon pour les cheveux. Et je trouve ça cool, enfin, je savais pas ça. Je trouve ça, que de se laver tous les jours, c'est pas bon. Non, que avant c'était plus le contraire pour les cheveux, que c'était recommandé, entre guillemets, enfin... Ou c'était dans les tendances de se laver. C'était pas recommandé, mais en gros, tout le monde se lavait tous les jours ou tous les 2 jours les cheveux. Alors qu'aujourd'hui, merci, les gens ont enfin compris que faut pas laver les cheveux tous les jours et que faut mieux écarter les shampoings. Et que c'est pas parce que si tu le laves pas tous les jours qu'il est sale. Oui, d'où. Sauf si bien évidemment tu vas te rouler dans la terre, lave-les toi. Voilà, mais à l'extrême, oui. Bah, en fait, c'est toujours un juste milieu qu'il faut trouver, hein. Mais oui, forcément. Et après, par contre, il y a pareil, les extrêmes où faut faire des cures de sébum, faut mettre de l'huile, il faut pas les laver pendant 2 semaines. Ça sert à rien. Voilà, pareil, je pense que pour ma texture de cheveux, c'est pas du tout adapté. Est-ce que c'est adapté pour d'autres textures de cheveux ? Peut-être. Ça marche. On n'est pas coiffeuse. Sur d'autres personnes. Encore une fois, nous sommes loin d'être parfaites et on a nos propres défauts et nos propres insécurités. Mais c'est pour ça aussi que c'est bien qu'on en parle, parce que ça aide d'en parler. Ouais. Je pense qu'il faut aussi revenir sur un autre point qu'on a un peu moins abordé, parce qu'on les critique, mais bon, les pauvres, ils sont aussi victimes du propre système dans lequel ils vivent. Ce culte de la beauté, voire de la maigreur maintenant aussi, de plus en plus, ça touche aussi les hommes. Et je trouvais ça aussi important d'en parler. J'ai fait mes petites recherches et donc, en France, on a vu tout à l'heure des petits chiffres des TCA. Pour 9 femmes, il y a un homme qui est touché par une TCA. Donc là, les TCA qui étaient concernés, c'est les 3 plus grandes, entre guillemets. J'ai l'impression de faire un classement d'un big truc, enfin d'un truc important alors que c'est horrible. Donc, on a l'anorexie. Alors attention, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. L'anorexie, quand on parle comme ça, le mot anorexie, en fait on parle d'anorexie mentale. Et c'est ça le vrai nom de la maladie. Parce que l'anorexie, tout court, elle est définie par le fait de perdre du poids rapidement par un élément extérieur. Donc ça peut être, par exemple, vous avez été malade cet hiver et vous avez perdu du poids parce que forcément ça n'allait pas pendant 3 jours. Ça peut être la définition d'une anorexie. Ok ? Alors que l'anorexie mentale, c'est vraiment le fait de volontairement refuser de prendre du poids et refuser de manger alors que le corps est amaigri. Oui. Voilà. Donc, on a l'anorexie mentale,
la boulimie, et enfin on a l'hyperphagie boulimique. La différence entre ces deux-là, c'est que la boulimie, donc ce sont des crises compulsives répétées où on ingère une grande quantité de nourriture en très peu de temps, souvent suivies par, et c'est là la différence, un comportement dit compensatoire, c'est-à-dire soit un jeûne intense, des vomissements ou une activité physique très intense. Et c'est donc la différence avec l'hyperphagie boulimique où ce sont que les crises de boulimie sans le comportement compensatoire après. Ok. Notons enfin que boulimie et anorexie ne sont pas incompatibles et c'est même des maladies qu'on retrouve souvent chez les mêmes personnes. Voilà, exemple d'une femme très connue qui a été atteinte et d'anorexie mentale et de boulimie, Lady Diana. Voilà, je sais pas si tu savais, mais... Non, je savais pas. Je savais. On en apprend tous les jours. Et oui, c'est pas du tout parce que son mari lui avait fait des réflexions sur son poids, pas du tout. Pas du tout. Anyway, mais ouais, bah si vous avez regardé The Crown, il y a des petites scènes comme ça, très désagréables, où elle se fait vomir, etc. Et elle est maigre comme un clou. Voilà, donc comme quoi, ça touche pas... Enfin, il y a aussi le fait que ça touche pas que les gens dits normaux, enfin, ça touche aussi les grandes personnes de ce monde, les stars, etc. Voire, il y a même celles qui en font la promotion aussi. Alors là, petit big up aux Kardashian, je suis obligée d'en parler, mais s'il y a bien une famille qui influence énormément les standards de beauté, c'est la famille Kardashian. Comment ils font ? Je ne sais pas. Ils sont un peu une aura. Hein. Je retire pas le fait que c'est... Et ils ont un nom. Les Kardashian ouais, ils ont un nom, enfin elles se sont fait un nom, il y a un business et c'est une famille qui est très puissante. Je retire pas le fait qu'ils ont travaillé pour ça, etc. Pas du tout, hein, je veux pas les décrédibiliser, mais elles ont notamment une influence sur les normes de beauté. Quand je vois qu'en 2010, 2015, Kim Kardashian, elle faisait des BBL, etc. et que maintenant c'est des choses qu'elles ont retirées pour correspondre aux normes, elles ont... là, elles sont plus dans le truc de Ozempic. Oh, on n'a pas parlé d'Ozempic. Ozempic, etc. On lance des petites pastines maigreur. Je crois que c'est Courtney ou Chloé ? C'est Chloé, je crois, qui a lancé sa marque de compléments alimentaires. Et parmi la gamme, il y en a une qui est censée faire maigrir, genre combler Ozempic sans prendre Ozempic. Et je trouve ça fou, cette famille qui influence et qui est victime elle-même de sa propre influence et de sa propre propagande du corps parfait et de absolument rentrer dans une case. C'est des victimes de leur propre système et en même temps, je ne sais pas comment elles font pour autant influencer les gens. Mais en fait, je trouve que vraiment les Kardashian, c'est vraiment plus un nom de famille, c'est vraiment une marque. Et une marque, c'est genre la communication et t'influence les gens pour t'acheter, etc. Et c'est genre vraiment au-dessus, genre juste de la famille, des petites sœurs et qui sont influentes sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, oui, mais c'est vrai. Oui, enfin carrément. Mais c'est pour ça que ça revient souvent dans leur nom de marque, etc. Ou que le fait que Kylie et Kendall se détachent pas du nom de Kardashian. Tu vois, genre Enfin, attends. C'est quoi le nouveau nom de leur télé-réalité ? Je ne sais plus. Enfin, on va l'appeler la famille Kardashian. Bah, c'est toujours la famille Kardashian, ça l'a toujours été, malgré le fait que les gens ont changé, elles ont changé de nom entre-temps, et que maintenant c'est censé être les Jenner. Oui, mais jamais appelé la famille Jenner, tu vois. Oui, parce que Kardashian c'est vraiment un nom, alors que Jenner, en soi, enfin, tu dis à n'importe qui, même des personnes qui ont 40-50 ans, Kardashian, ils connaissent, alors que Jenner, beaucoup moins. Oui, alors que celle qui a lancé cette famille-là, ça reste Kris Jenner. Elle s'appelle Jenner maintenant. Oui. Tu vois, elle s'appelle plus de base Kardashian. Je sais même pas si elle s'appelle encore Jenner d'ailleurs. On va y regarder sur internet. mais Kris elle a construit un empire là, je peux te dire. Après, GG à elle, hein, mais c'est juste que je trouve ça dommage parce qu'en plus elles sont victimes de leur propre système. Ouais, elle est toujours appelée Kris Jenner. Comme quoi. Elle a 69 ans. Ah, je peux vous dire qu'elle les fait pas, hein, mais ça c'est parce que... chirurgie esthétique. Et en parlant de chirurgie esthétique récemment, là, je peux vous dire qu'ils l'ont pas raté. En parlant de chirurgie esthétique, c'est un sujet que je voulais aborder. Il y a vraiment aussi, avec la télé-réalité, surtout avec la télé-réalité, je trouve, genre, une promotion de la chirurgie
esthétique, en mode il faut refaire ses lèvres, il faut refaire du botox pour ne plus avoir de rides, il faut faire un BBL, il faut faire refaire sa poitrine, refaire ses fesses. Oh là là, vraiment, je ne suis vraiment pas une grande fan de chirurgie esthétique, surtout quand c'est vraiment un changement de corps. Et il y a aussi beaucoup de dysmorphobie après une première chirurgie esthétique. Quand tu regardes des personnes qui ont fait beaucoup de chirurgie esthétique, après, genre vraiment, c'est toujours plus. Et savent plus à quoi ressemble un vrai corps, un corps classique sans chirurgie. Et je suis vraiment pas une grande fan de ça. Enfin, je ferais pas de la chirurgie esthétique, sauf si vraiment j'ai un gros complexe. Je connais quelqu'un qui a fait une chirurgie esthétique parce qu'elle avait... Enfin, une chirurgie esthétique. Une chirurgie parce qu'elle avait un grand complexe. Et aussi, il faut différencier chirurgie esthétique et chirurgie pour les maladies. Il y a des gens qui font des rhinoplasties parce qu'ils ont un problème, ils ont vraiment un problème au niveau du nez et du coup, il faut faire une rhinoplastie. Du coup, voilà. Ouais. C'est comme c'est chirurgie esthétique et médecine esthétique. Et je crois que le botox, médecine esthétique. Ah ouais? C'est pas chirurgie. Ouais, parce que ça dépend la quantité que tu injectes, etc. Ah oui. Par exemple, le fait de... je vais prendre l'exemple de Anna Hathaway. Ça se voit qu'elle a fait du botox parce qu'il y a un moment donné où elle avait des rides au front. Et maintenant, elle en a plus du tout. Quand elle sourit, son front ne bouge pas. Elle a pas les petites pattes de doigts sur le côté. Mais c'est super naturel, faut le savoir, tu vois. Oui, il y en a. C'est juste que maintenant, je pense que notre génération, elle est habituée. Du coup, on arrive à le voir. Oui, enfin, il y a des gens, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. D'autres moins. Et je trouve que la chirurgie esthétique ça vieillit très très mal. Quand on regarde des personnes âgées, des femmes âgées qui ont fait de la chirurgie, c'est hideux. Excuse-moi de le dire, mais oui. Après, c'est aussi le fait d'avoir les moyens. Enfin, regarde, on va reprendre l'exemple des Kardashians. Ça coûte une les Kardashians, elles ont les moyens de refaire faire les prothèses, de refaire faire les injections, ou de les enlever, ou de les remettre. Petite personne lambda que nous sommes, je peux pas aller refaire ça tous les 3 ans vu le prix que ça coûte. Bah déjà le faire une fois. Déjà le faire une fois, c'est long, etc. Et après ça rejoint aussi le fait que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a une partie très body positivism. Il faut s'accepter comme on est, essayer de changer. Pareil, je critique pas le fait il y a des gens qui ont des complexes, qui arrivent pas à vivre avec, etc. Et au moment où ils sortent de leur chirurgie, c'est un big soulagement et ça change leur vie. Et ça, j'admire. Enfin, il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci particulièrement avec la chirurgie. C'est plus le fait de le promouvoir comme si c'est normal alors que ça l'est pas. Ou alors de promouvoir un standard. Ça revient beaucoup avec le nez, je trouve. Ouais, du nez, un nez fin, des grosses lèvres. Ouais, le nez en trompette, là, moi je l'ai vu partout à un moment donné. Et je trouve ça trop dommage parce que, bon, déjà, s'il y a bien un truc physiquement qui caractérise un peu nos origines, c'est notre nez. Enfin, c'est un truc qui est très caractéristique des régions dont on vient, etc. Et je trouve que ça fait un peu un héritage. Donc le modifier de cette manière-là, surtout à l'extrême comme ça, je trouve ça dommage. Quand c'est pas nécessaire pour ta santé, par exemple. Mais le promouvoir comme ça, c'est juste pénible, surtout pour les jeunes générations qui peuvent pas faire la différence. Ouais. Et surtout par exemple, victimes de ça. Oui, par exemple, les enfants, imagine tu fais une rhinoplastie, très genre tu t'amincis vraiment ton nez, tu fais un nez en trompette et t'as un enfant. En général, l'enfant pour savoir, pour se rassurer, on regarde un peu ses parents, sa génétique, etc. Et la génétique, elle reste. C'est pas parce que tu fais une chirurgie esthétique que ton enfant aura un nez en trompette. Fun fact. Et du coup, et du coup, les enfants, tu grandis dans une vision où c'est pas la bonne. Fun fact, il y a un monsieur en Chine, si je ne me trompe pas, qui a porté plainte contre son ex-femme parce que ses enfants étaient moches. Et en fait, elle a dit qu'elle avait fait de la chirurgie, qu'elle ressemblait pas du tout à quoi elle ressemble maintenant. Voilà. Et aussi, en parlant de chirurgie, par exemple, il y a les réductions mammaires. Parce que oui, avoir des gros seins, c'est pas forcément fun. On a mal au dos, c'est pas notre cas, mais on a mal au dos, il y a des mal de dos, des douleurs. J'aime cette précision, c'est pas notre cas. Et en effet. Fun fact. Et je trouve ça cool aussi que ce soit ouvert à des femmes plus jeunes. Et aussi, c'est remboursé par la Sécu si t'enlèves en fonction du nombre de grammes que t'enlèves. Fun fact, c'est une discussion que j'ai eue avec ma maman. Parce que il faut savoir que dans la famille, je ne sais pas de qui je tiens.
D'accord? Parce que autour de moi, mes grands-mères, mes tantes, ma mère ont une forte poitrine. Et globalement, mes grands-mères et maman s'en sont toujours pleins. Tu vois, c'est chiant, faut aller chercher des soutifs, ça coûte un rein. Ouais. Et elles peuvent pas juste ne rien mettre parce que ça fait mal, en fait. Tu vois, c'est même pas l'optique de je veux essayer nos bras. Ce n'est pas possible. D'accord? Et maman, elle est toujours, je ne sais pas de qui tu tiens. Et je pense, maintenant, c'est peut-être, elle dirait d'elle-même, c'est peut-être plus de mon âge, ou maintenant que j'ai passé tant de temps avec, je m'y suis habituée, c'est qui je suis. Mais je pense qu'elle aurait eu mon âge là, avec la médecine qui a évolué et juste les pratiques qui se sont normalisées, je pense qu'elle aurait pu faire une réduction mammaire, tu vois. Ouais. Le fait que, tu sais, surtout à mon âge, ça la faisait chier, genre. Maman, elle est toujours, mais elle a été super sportive dans sa vingtaine, et c'était chiant. Vraiment, c'était handicapant au quotidien, tu vois. Donc en vrai, je trouve ça bien aussi qu'on fasse ça dans ce sens-là. Mais par contre, dans mes recherches, et je trouve ça cool que du coup tu es lancé sur ce sujet-là parce que j'allais oublier. J'ai trouvé l'inverse où pareil c'était des petits comptes trop mignons, super inclusifs, qui prenaient la body positivity en prenant leur corps pour exemple, en disant que voilà ils avaient travaillé sur ça. Et là ça fait c'était des femmes les trois comptes où je suis tombée dessus et c'était donc c'est ce genre de personnes là, body positive etc. qui, du jour au lendemain, ont fait de la chirurgie et ont annoncé comme ça sur leur compte, tu vois. Alors que leur compte était basé sur le fait de s'accepter. Là, c'était donc des augmentations mammaires. Et leur compte était originalement, la dernière que j'ai trouvée, c'était presque que ça, le contenu. C'était voilà, bon, moi j'ai pas beaucoup de poitrine, mais comment je peux m'habiller, le fait de s'assumer, le maillot de bain en été, etc. C'était ça son contenu. Et là, vraiment un truc big augmentation, mais en plus c'était vraiment big augmentation à la Kylie Jenner, tu vois. Elle est tombée dans l'autre extrême et du coup elle perd tout son contenu. Maintenant son contenu c'est sur sa chirurgie, tu vois. J'étais en mode madame, t'avais redonné confiance à des jeunes filles là et tu casses un petit peu tout le truc que t'avais créé, la safe place que t'avais créé parce que tu le prônes mais t'es la première à le faire. C'est vraiment genre faites ce que je dis mais pas ce que je fais, tu vois. Ouais, et je trouvais ça trop triste. Et en même temps, je trouve ça normal qu'il y ait de l'honnêteté quand même et le fait de le dire. C'est bien de le dire. C'est normal que les gens sur les réseaux sociaux qui sont dans ce genre de contenu-là, enfin, tu parles d'un contenu, je sais pas moi, historique, je m'en fous de savoir à quoi tu ressembles, tu vois, c'est pas le contenu que tu proposes, mais tout ce qui est lifestyle, beauté, fashion, etc., ou quand il y a une vision qui revient beaucoup du corps de la personne, voir des conseils en mode ce que je mange dans ma journée, ça je trouve ça très toxique aussi. Ou des conseils fitness, etc. Alors que t'as fait de la chirurgie et que tu le dis pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu vois, donc s'il y a bien un truc avec lequel on peut être honnête, Kylie Jenner, là, je sais pas si t'as vu, mais hier ou avant-hier, elle a posté le détail de son augmentation mammaire. Vraiment le big détail médical, tu vois. Ah ouais? Ouais, voilà. Celles qui ont envie de le faire, exactement comme moi, elles peuvent le faire. Il y a une part d'honnêteté. Je trouve qu'il y a une part d'honnêteté. Oui. Et je suis transparente, j'ai dit que je l'avais fait, je l'ai fait comme ça, et maintenant vous me faites plus chier avec ça, tu vois. Ouais, mais c'est normal de sa part, tu vois. C'est bien de le dire, c'est bien de le notifier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast? Je pense qu'il faut retenir que, tous les corps sont beaux, ok? Ne jugez pas votre petit corps, il est parfait comme il est, et le plus grand cadeau que vous pourrez lui faire, c'est le remercier de vous porter tous les jours. Il marche, il fonctionne correctement. Et il n'y a pas de maladie. C'est déjà, ouais. Et je trouve ça déjà incroyable. Enfin, on oublie que le corps humain est quand même extrêmement, fort. Et il est capable de s'adapter. Il est résilient de ouf. Donc je pense que c'est un petit peu la leçon. Et aussi, on ne critique pas les autres sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît. Et on évite de se comparer, bien entendu. C'est aussi ça. Voilà, vu que tous les corps sont beaux. Le vôtre aussi, ce n'est pas... Arrêtons de se comparer aux mannequins ou aux gens qui photoshopent leurs photos sur Instagram. Ça aussi, ça m'énerve. Et leurs vidéos. Les vidéos, tu sais que, sans rigoler, j'ai de plus en plus de mal. J'ai de plus en plus de mal à voir quand c'est photoshopé et qu'il y a un filtre de vidéo. Avec l'IA, c'est galère.
avec l'IA, c'est horrible. Et des fois, je suis obligée d'y reprendre plusieurs fois. Des fois, c'est flagrant. Et je suis en mode, ah, la porte bouge derrière toi, ma grande. La porte bouge. Et il y a des fois, je suis en mode, je vais dans les commentaires pour vérifier. Et ça me met mal. Je suis en mode, mais madame. Après, même moi, je me compare. Hein. Je suis la première à dire, faut pas se comparer, mais moi, je me compare. Hein. Mais après, il faut se rappeler que c'est faux. Et que les réseaux sociaux ne reflètent pas la vraie vie. De toute façon, les réseaux sociaux en général, quelqu'un qui se lève, qui fait son petit sport, qui mange healthy, etc. tout le temps, c'est très rarement le cas. Tous les jours, oui. Ou alors, c'est des gens qui ont le temps, donc les moyens. Le temps et la de faire ça. La déterre. La détermination. Bon, sur ce, on va vous laisser pour cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Oui, j'espère que vous avez appris des choses. Bon été aussi. Pas ça, parce qu'on vous retrouve cet été. Hein. Oui, mais du coup que vous ne vous mettrez pas la pression pour ce genre de bêtises-là. Oui. Et on se retrouve dans un mois. Oui, comme d'habitude finalement. Ça sera un nouveau thème. J'espère un peu plus léger quand même, parce que bon. Là, voilà. Là, on était sur du lourd. C'était pas très drôle. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un petit shout-out. C'est le mois des fiertés. Donc, bon mois des fiertés à toute notre petite communauté LGBTQIA+. J'espère que je me suis pas trompée dans les lettres. C'est ça. Je crois qu'une fois, j'avais appris les autres lettres, mais j'ai oublié. Oui, moi aussi, mais donc je dirais pas. Et du coup, je veux pas les mélanger, donc c'est pour ça que je mets le plus. Voilà, donc bon mois des fiertés à tous, c'est très important. On n'oublie aucune communauté ici. Aucune. Et à dans un mois. Bisous. Bisous.